Bonjour chers auditeurs, bienvenue au Mardi de la Mémoire. Bonjour Thierry Sarment. Bonjour Anne Collin, bonjour à nos auditeurs. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour présenter votre dernier livre que vous avez publié aux éditions Talendier, Histoire des palais, le pouvoir et sa mise en scène en France du 5e au 21e siècle. Eh bien dis donc, voilà une période fort large pour nous historiens ou archivistes ou paléographes, enfin en tout cas qui avons l'habitude souvent des sujets extrêmement précis, le palais du Louvre dans les débuts du règne de Charles V, enfin bon. Donc là c'est un sujet très large parce que nous allons évidemment parcourir toutes ces résidences royales, présidentielles. D'ailleurs, tout petit mot en démarrant cette émission, parce qu'on sait combien les mots sont importants, la sémantique est importante. C'est amusant de voir que le mot souverain, qui est en fait un mot qui est par-delà les régimes, mais résonne un peu monarchie. Oui, alors de nos jours on parle du peuple souverain, hein, le souverain n'est pas le président. Mais le président a hérité de certains attributs du roi, Eh oui. et notamment le fait d'avoir un palais. C'est ça. En fait, les résidences, c'est ça qui explique aussi la longévité de la période étudiée. Les résidences vont traverser les siècles et là les Et les régimes. millénaires et les régimes, exactement. Et donc vous vous intéressez et vous nous présentez ces différents palais et leur histoire qui sont souvent eh bien une illustration, une signification du régime et de celui qui l'habite. Oui, heu, donc les palais généralement sont utilisés par plusieurs régimes, mais chacun y amène son propre programme symbolique, idéologique. Et alors ce qui est donc, quand on s'intéresse à ces résidences, on ne s'intéresse pas uniquement à l'architecture et aux arts décoratifs, mais aussi à une sorte d'image de la politique, celle qu'elle veut projeter ou celle qu'elle projette inconsciemment. Mmh. Alors Thierry Sarment, vous avez dirigé les collections du Mobilier national pendant quelques années. J'imagine que le Mobilier national, justement, respire un peu de ces résidences puisque c'est... Tout à euh, fait. C'est une institution de cour finalement, puisque le Mobilier national, ça n'est que le nom moderne de ce qu'on appelait le garde-meuble de la couronne. Garde-meuble de la couronne qui n'a pas vraiment de date de fondation, puisqu'il est l'héritier de personnages qui étaient auprès des rois de France au Moyen-Âge, qui étaient appelés des valets de chambre, et qui étaient dévolus à l'ameublement des différents châteaux royaux, puisque à l'époque, les rois se déplaçaient énormément d'un château ou d'une résidence à une autre, et à chaque fois on meublait, on démeublait, on tendait de tapisserie ou de tenture, et le Mobilier national est le continuateur quasiment sans interruption de ce métier, ce très vieux métier médiéval qui se poursuit et qui prospère au XXIe siècle. Et alors, lorsque, par exemple, le président Pompidou et son épouse vont décider de mettre en place des nouveaux meubles ou des tapisseries ou des tapis, une fois qu'ils quittent les lieux, ces biens sont automatiquement propriété de l'État et donc vont être remisés au Mobilier national? C'est comme ça que ça se Alors, passe? les Pompidou ont eu un rôle très, très singulier parce qu'ils sont allés au-delà de l'ameublement. Ils ont refait faire des grands décors du début des années 70, un peu comme aurait fait Louis XIV dans les années 1670. Évidemment, rien de tout ça n'était à eux. Euh, euh, ils- Pompidou avait apporté quelques objets personnels, mais l'essentiel faisait partie d'emblée des collections publiques. Alors, une partie est restée en place et une autre a été remisée quand le goût a changé. Et c'est le destin de tous les décors officiels. C'est-à-dire, une partie se pérennise et une autre se démode ou ne correspond plus au message que veulent envoyer les dirigeants successifs. Mmh. Alors, pardon de vous poser des questions qui doivent, vous, Thierry Sarment, vous paraître extrêmement claires, mais lorsqu'un président a besoin de meubler l'Élysée, il ne va pas nécessairement faire appel à
un artiste contemporain et un objet nouveau, mais il peut puiser Tout à dans fait, vos tout collections. à fait. Et non seulement le président de la République, mais aussi les ministres et certaines grandes administrations. Mm. D'ailleurs, le garde-meuble de la couronne, lui, meublait essentiellement le roi et quelques princes parfois à Versailles, mais il y a eu une extension de ses attributions à partir du XXe siècle. Et alors, avec la restauration de l'hôtel de la Marine, on a évidemment reparlé du garde-meuble, puisque c'était là que... C'est un bâtiment qui a été conçu pour être le garde-meuble de la couronne sous Louis XV et Louis XVI, et qu'il est resté peu de temps, puisque quand le roi a été ramené à Paris en 1789, les ministères qui étaient à Versailles ont suivi, et il a fallu que le garde-meuble de la couronne cède la place, d'abord en partie, puis entièrement, au ministère de la Marine. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à parler d'hôtel de la Marine jusqu'au départ de l'état-major de la Marine Mhm. il y a quelques années. Ouais. Et du coup, ces collections sont parties où alors? Alors, dans différents bâtiments provisoires, hôtels particuliers réquisitionnés, et le garde-meuble n'a pas arrêté de bouger jusqu'à la moitié du 19e siècle. Il s'est retrouvé à un moment quai d'Orsay, à l'emplacement de l'actuel musée du Quai Branly, et il trouve son emplacement définitif uniquement dans les années 30, quand Auguste Perret construit à côté des Gobelins un bâtiment moderne qui existe, qui est toujours le site du Mobilier National. Et pourquoi à côté des Gobelins? Parce que c'est le moment où on fusionne en un seul établissement le Mobilier National et les manufactures des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie. Oui, à la fin de votre ouvrage, vous donnez la liste des différents directeurs ou présidents de ces grandes institutions françaises. Et effectivement, vous montrez qu'il y a eu fusion de certaines d'entre elles. Alors, est-ce que, restons un petit instant sur cette question du mobilier national, parce que voilà, c'est quand même encore quelque chose qui existe Qui et est très qui est, vivant et qui même s'est développé énormément dans les 10 dernières années. c'est Mm. ça. Et ça représente quel cubage, quel Alors, nombre. je n'y suis plus, mais j'ai encore quelques souvenirs. Dans mon souvenir, je me souviens qu'il y avait 2700 tapis, 3700 tapisseries, plusieurs milliers de sièges, plusieurs milliers de commodes, meubles meublants, etc. Donc, voilà, difficile de déterminer en mètres cubes, mais il y a à la fois des réserves à Paris et en banlieue parisienne, et puis il y a tout ce qui est déposé, que ce soit dans des administrations ou dans des musées et des monuments historiques. Mhm. Et le département des objets d'art du Louvre, son stock initial, c'est un grand versement du Ah Mobilier oui, National. bien sûr. Le mobilier de Versailles, de Fontainebleau, de Compiègne, est beaucoup fait de versements du Mobilier National, tout simplement parce qu'on a renvoyé dans ces demeures des meubles qui en avaient été ôtés à certaines époques pour servir dans les administrations, qui n'y servent plus, et qui donc regagnent leur emplacement initial. Mhm. Et ça se visite? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors depuis, il y a ouverture aux journées, à chaque année aux Journées du patrimoine, depuis là aussi petite dizaine d'années, et énormément de visites de groupe. Mhm. Et Ce il y a que une je... galerie d'exposition. Ah Alors, oui. ça me permet de faire un peu de publicité à mes anciens collègues, puisque va commencer en avril une exposition consacrée au dernier sacre, le sacre de Charles Charles X. X en 1825, voilà, et qui va permettre de montrer en fait qu'on a conservé beaucoup des décors et des costumes réalisés à cette occasion. Mmh. Bah, vous faites bien d'en parler parce qu'effectivement, nous sommes en 2025. C'est donc le deuxième centenaire de l'instauration du règne de Charles X après la mort de Louis XVIII. Et j'ai aperçu qu'il y aurait également une exposition au château de Maison-Lafitte, au château de Maison, qui était donc un château Oui, qui a été au Comte d'Artois, oui, tout à fait. du comte Tout à fait. d'Artois, voilà, Mm. qui sera consacré Mm. à ce personnage. Je n'ai pas les dates exactes actuellement, mais en tout cas, c'est prévu pour l'automne. Alors, au mobilier, c'est au printemps. J'ai pas non plus les dates exactes. Mais bon, le sacre lui-même a été en mai 25, donc je suppose que l'ouverture sera dans Oui, bien cet sûr. horizon. Ouais, oui, exactement. Mais donc, moi, j'ai le souvenir d'avoir visité à Vienne, qui possède un musée du garde-meuble. Je ne Mhm. sais pas comment ça s'appelle exactement. Et c'était assez intéressant parce que ils faisaient des mises en scène dans certaines. On passait de pièce en pièce. Ce Il y qu'on avait. ce qu'on appelle en franglais des period rooms.
hein. D'accord. Ça, c'est une chose qui a été inventée au début du fin 19e, début 20e siècle. En France, c'est le musée Carnavalet qui a donné l'exemple de ces reconstitutions. Hem, Vienne, c'est évidemment la grande monarchie austro-hongroise, c'est le seul endroit où on a une institution analogue au mobilier national français, hein, qui est à la fois effectivement à la fois une institution patrimoniale et aussi une institution qui meuble euh, les grands services de l'État autrichien. Mmh. Et alors, si j'en parle, c'est parce que, j'ai le souvenir, d'une pièce qui, montrait quelques meubles qui avaient été utilisés dans les fameux films de Sissi. On se sert aussi dans le mobilier national pour des reconstitutions historiques? Ça s'est fait par le passé, ça s'est fait. Et vous avez notamment des films sur Napoléon, un film avec Pierre Mondy dans le rôle de Napoléon, je n'ai plus le titre exact, c'est peut-être Austerlitz. Et j'ai reconnu, un jour en voyant ce film, j'ai reconnu avec effroi un certain nombre de canapés dont j'avais la gestion. Et évidemment, c'est un film des années 50-60. Et évidemment, à l'époque, on n'avait pas de scrupule à asseoir les acteurs sur des soirées anciennes, ce qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Mais c'est pas exclu. Après, de nos jours, les frais d'assurance, les frais de transport sont tels que ça n'est plus d'usage courant. Oui, bien sûr. Hein. Parce que j'avais découvert à Toulon, il y a, un musée de l'uniforme, qui se visite d'ailleurs, c'est très, très intéressant et j'avais eu la chance de pouvoir visiter, ce musée pendant la période du covid avec son conservateur, donc j'étais toute seule et il m'expliquait qu'une grande partie des uniformes qui sont récupérés en vue justement de prêt ou de location, dans, les films, lorsqu'il y a besoin de reconstitution historique et donc de montrer des uniformes. Les costumes, qu'il s'agisse de costumes de cour ou uniforme civil ou uniforme militaire, c'est une part importante du décor des palais. Le décor, il n'est pas que sur les murs, il est aussi sur les gens. Voilà. Alors, c'est moins vrai à l'époque contemporaine, puisque, puisque nous sommes maintenant tous à peu près au complet veston. Mais dans les époques anciennes, il y avait des habits de cour, et ça dure jusqu'en 1870. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, Thierry Sarment, Histoire des palais, le pouvoir et sa mise en scène en France du 5e au 21e siècle, chez Talandier. Alors, je n'ai pas cité Thierry Sarment, tous vos ouvrages, parce que vous en avez écrit beaucoup. Nous vous avons souvent reçus au micro des Mardis de la Mémoire pour les présenter. Mais vous vous êtes beaucoup intéressé à la période que l'on qualifie encore de période moderne, au siècle de Louis XIV, au grand siècle, à ces acteurs divers et variés. Et là, vous vous étiez déjà intéressé d'ailleurs à l'histoire mondiale des cours. Et maintenant, c'est plutôt l'histoire, non pas mondiale, mais française des palais. Vous le dites dans votre introduction, de Mérovée à Macron, on a donc quasiment deux millénaires. Nous suivons ces grands lieux qui furent le siège soit des souverains, soit des grandes administrations. Alors, vous partagez en fait votre histoire en 4 saisons, vous le dites. La première saison, qui est la plus longue, qui va quasiment jusqu'au XVIIe siècle, c'est une monarchie itinérante avec une constellation de résidences. Et au sein d'ailleurs de cette constellation se situent les résidences qui vont demeurer jusqu'à nos jours. Tout à fait. Alors comment, pou quel panel pouvez-vous présenter? Quelles raisons sous-tendaient cette cour itinérante? Il y a des raisons pratiques. C'est quand vous installez un roi est toujours entouré d'un nombreux personnel. Il s'agisse de personnel domestique, de garde, de courtisans. Et si vous installez ce nombreux personnel dans un emplacement quelconque, eh bien à un moment, il épuise les ressources de la zone où il se trouve. Et par ailleurs, il y a des questions de salubrité qui se posent. Il faut pouvoir nettoyer, et pour nettoyer, il faut faire partir les gens. Donc il y a un déplacement constant du roi de France, soit à l'intérieur du domaine royal dans les débuts, soit ensuite pour des raisons politiques, parfois sur toute la France. Euh, les résidences royales, elles sont quand même concentrées essentiellement au Moyen-Âge sur l'Île-de-France et le Val-de-Loire pour la fin du Moyen-Âge. Et donc le roi bouge
pas forcément en temps de guerre, parfois aussi au gré aussi de la saison de la chasse, au gré de pèlerinage. Il y a toute une circulation liée à la foi. Mais il y a aussi quand même déjà une résidence majeure qui est le palais de la Cité. Le palais de la Cité dont les origines remontent sans doute à l'époque romaine, une résidence, puisqu'on sait que l'empereur Julien a résidé à Lutèce, dans l'île de la Cité, et on suppose que ça correspond déjà à une première résidence ou à une caserne, on ne sait pas, qui serait l'origine du palais de la Cité. C'est le palais principal jusqu'à la fin du Moyen-Âge, qui est bientôt doublonné par le Louvre, qui au départ est une citadelle liée à l'arsène de Paris, sous Philippe Auguste, et qui devient une résidence majeure avec Charles V. Donc on a deux pôles, palais de la Cité, Louvre, et finalement, le Louvre va l'emporter, puisque le palais de la Cité va devenir le palais des cours de justice, et le dernier roi qui aura résidé dans le palais de la Cité, c'est Louis XII, donc vous voyez la toute fin du Moyen-Âge. Et c'est le Louvre qui se substitue ensuite comme lieu majeur symbolique de la monarchie. Alors, j'ai le souvenir d'avoir visité le palais de la Cité, le palais de justice. Que demeure-t-il comme souvenir en emplacement? De toute façon, on est limité, donc j'imagine qu'on est grosso modo sur les mêmes lieux. Alors, évidemment, il y a des parties beaucoup a disparu. Les éléments essentiels qui restent, ce sont les quelques tours d'enceinte, très très transformées au XIXe siècle, qu'on voit quand on est sur les quais de Seine. C'est la salle de la conciergerie, qui elle est très imposante, que les Parisiens connaissent peu, parce qu'elle n'ouvre que pour des expositions. Et puis surtout, ce qui reste, c'est la Sainte-Chapelle, qui elle, pour le coup, est de Sainte-Chapelle construite à l'initiative de Saint-Louis, à partir de 1248, et qui, elle, est encore très évocatrice de ce que pouvait être ce palais. Mais je pense qu'effectivement, vous avez raison, Thierry Sarment, de le rappeler à nos auditeurs. Même dans l'appellation, je pense que pour beaucoup de personnes, si on leur parle du palais de la Cité, ils voient déjà le Louvre. Ils ont déjà traversé la Seine et ils sont déjà de l'autre côté. Oui. Maintenant, on ne parle plus du palais de la Cité, on parle du palais de justice. Voilà. Et c'est vrai les souvenirs de la monarchie sont un peu effacés par ce rôle judiciaire qui a commencé au XIVe siècle et qui l'a emporté sur le rôle de résidence. Mais il ne faut pas oublier que pendant cette période où vous avez le palais de la Cité et le Louvre, les rois bougent énormément, construisent énormément ailleurs. Même dans Paris d'ailleurs, même dans puisque Paris. l'hôtel de Saint-Paul. Il y a l'hôtel Saint-Paul qui est une espèce d'ensemble de villas qui préfigure un peu la Renaissance, dans l'actuel Marais. Et puis à proximité, on a le château de Vincennes et le château de Saint-Germain qui sont déjà des résidences importantes. Alors on peut le suivre simplement quand on regarde les lieux de naissance, de mariage et de mort des rois ou des princes de leur famille, et on voit que énormément naissent ou meurent à Vincennes, à Fontainebleau, à Saint-Germain. Donc il y a une itinérance importante au sein de l'Île-de-France. Et Vincennes se justifiait par quoi C'est un château qui remonte à quand Là aussi, on n'a pas de date précise, mais le bois existe déjà comme un bois fermé sous Philippe Auguste. Il y a un manoir qui remonte à Saint-Louis, qui peut être antérieur. L'origine de toutes ces demeures, c'est toujours une forêt ou un bois pour la chasse à proximité. C'est le point commun à Vincennes, à Saint-Germain, à Fontainebleau. Ce sont des résidences de chasse. Et Vincennes a pris une importance très grande parce qu'il est très proche de Paris. Et c'est une sorte de... Il prend une importance au moment où Paris devient une ville rebelle, dont il faut pouvoir s'extraire. Donc il y a un cheminement qui partirait Louvre, Hôtel Saint-Paul, Bastille, Vincennes, vous voyez, en cas de trouble. Parce qu'en fait, à cheval, il faut 10 minutes pour aller de la Bastille au château de Vincennes à l'époque. Et Vincennes est presque une préfiguration de Versailles, puisque c'est une très grande enceinte où Charles V avait eu l'idée de faire installer les hôtels des grands seigneurs du royaume. Ça n'est pas été mené à terme, mais il y a déjà une idée d'une espèce de ville administrative à l'écart de la capitale turbulente. Alors, le Louvre, vous venez de le dire, Thierry Sarment, on va laisser la fonction judiciaire et parlementaire éminemment importante dans le palais de justice
et on va donc basculer la fonction éminemment souveraine, Mhm. enfin d'État et de politique au Louvre. Et ce basculement se fait Alors, à quelle période? ça serait Charles V. Ça serait Charles, parce que Charles V qui fait le Grand Louvre médiéval, où on double la surface des appartements royaux, on crée un grand escalier d'apparat. Enfin, c'est vraiment un très grand moment. Et puis après, il y a l'éclipse qui fait que la guerre de Cent Ans entraîne le départ des rois pour le Val-de-Loire. Et le Louvre revient comme un projet majeur avec François Ier, où là on détruit le donjon initial pour faire une grande cour ouverte. Et il y a l'idée d'une reconstruction dans le style d'un palais de la Renaissance italienne. Et cette reconstruction, elle va durer de François Ier à Napoléon III. On va même dire jusqu'à François Mitterrand, puisqu'on a eu la pyramide du Louvre. Voilà. Bien Donc sûr. là, c'est un projet pluriséculaire qui traverse les règnes, les régimes, voilà, et qui fait que le Louvre, même sans monarchie, reste le grand palais symbolique, avec la concurrence de Versailles, bien sûr. Alors actuellement, toutes les salles du musée des arts décoratifs, viennent d'être, restaurées, réouvertes. Il y a une exposition, qui permet de circuler à l'intérieur de ces pièces, une exposition de robes, haute Mhm. couture. Donc j'y suis, allée, récemment. Ça faisait très, très, très longtemps que j'avais pas revisité ces pièces. C'est vrai que c'est extraordinaire, ce Louvre. Alors, le Louvre actuel, évidemment, est la résultante de transformations considérables. Euh, L'aspect extérieur, c'est celui de Napoléon III, on peut dire, sauf que les Tuileries ont disparu. On aura peut-être l'occasion d'en dire un mot. Et puis, il est aussi compartimenté en différentes zones, parce que dans le Louvre, vous avez l'école du Louvre. Vous avez donc le musée des arts décoratifs dont vous parlez, qui finalement qui ne fait pas partie du musée du Louvre en tant que tel. Donc c'est un espace tellement vaste qu'il abrite toutes sortes d'activités, et ces fameux grands départements qui sont qui chacun ferait un grand musée indépendant. Oui, parce que ce qui m'a frappé en parcourant ces salles, qui sont extrêmement nombreuses, enfin, si les auditeurs se rendent à cette exposition dans ces salles du Musée des Arts Décoratifs, il y en a pour 2 heures, 2 heures et demie. C'est vraiment très, très, Et très encore, important. ils sont très loin d'exposer tout ce qu'ils ont. Il y a C'est des ça, dizaines de milliers d'œuvres en réserve du oui, musée, ce qui est vrai de beaucoup de musées français bien d'ailleurs, sûr. hein. Mais ce qui m'a frappé et que je n'avais pas mesuré auparavant, c'est combien il nous reste de choses, combien on a gardé malgré les Alors, guerres de religion, malgré les destructions révolutionnaires. Alors, au musée des arts décoratifs, on a plutôt ce qui vient des demeures des particuliers. Voilà, ce qui reste des résidences royales serait plutôt au département des objets d'art du Louvre. Aux arts décoratifs, les boiseries que vous voyez, les sièges que vous voyez, sont récupérés d'hôtels particuliers détruits ou de collections, ou viennent de grandes collections privées de meubles et d'objets d'art. Oui, évidemment, on est loin d'avoir tout détruit dans les guerres et dans les révolutions, Oui. bien sûr. Mais quand même, ce fameux, dais, dit de Charles VII, Alors, qui hem, est aux objets d'art du qui est aux Louvre. objets Et d'art. là, évidemment, c'est une surprise. Donc, il faut Ah expliquer qu'il oui, s'agit d'une tapisserie du XVe siècle, qui est sans doute le dessus du dais du roi Charles VII, et donc, qui représente des anges tenant la couronne royale au-dessus d'une sorte de soleil. Et c'est une œuvre tellement forte qu'en fait, on dirait du Jean Lursa, c'est ça. hein. Donc, on est un peu étonné de voir ça 4 siècles avant. Et c'est une œuvre, en fait, qui n'a pas de pédigré, c'est-à-dire qu'elle a été achetée un propriétaire demeuré anonyme il y a une quinzaine d'années par le Louvre, mais on ne sait pas comment elle est passée de la collection de Charles VII à un privé, et comment elle a survécu à tous les hasards de la mode pendant plus de 5 siècles. Mmh. Là, il y a un mystère. Alors voilà, il y a en collection privée encore beaucoup de choses. Tout n'est pas détruit, et c'est un des intérêts des métiers de conservateur, c'est qu'on voit réapparaître de temps en temps de collections privées des objets qu'on croyait perdus ou détruits. Or, typiquement, il y a tous ces meubles de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, qui sont connus par des inventaires qu'on savait ou pensait perdus, soit pendant la Révolution, soit pendant les révolutions du XIXe siècle, soit pendant la Commune, ou soit pendant les guerres mondiales. Et puis, ça finit par ressortir. Mmh. Voilà. Et alors maintenant, évidemment, les moyens de documentation que nous avons sont
considérablement plus développés que ceux du 19e siècle, grâce à des stocks de photographies, à une analyse systématique des vieux inventaires. Et donc, on arrive régulièrement, chaque année, on voit entrer des meubles qui ont été à Versailles ou à Fontainebleau et qui rentrent dans les collections publiques. Ouais. Non, j'ai été vraiment très émerveillée de découvrir comme ça, au gré de ces salles, des objets fabuleux qui ont appartenu aux collections royales. Il y a encore des joyaux de la couronne. Alors, Euh, c'est moins courant pour le Moyen-Âge que pour les époques postérieures. C'est pour ça que le bien fameux sûr. dais est un objet, si vous voulez, sans comparaison, Mm, quelque chose de très, très surprenant. mm. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, Thierry Sarment, Histoire des palais, le pouvoir et sa mise en scène en France du 5e au 21e siècle. Une très jolie première de couverture et l'intérieur du fameux salon jaune, hein, c'est ça le Alors, c'est le salon Salon doré? Doré. Le Salon Doré, qui est le bureau du président de la République depuis l'époque du général de Gaulle. Alors, c'est un bureau qui a une importance symbolique, puisque avant de Gaulle, les présidents étaient au rez-de-chaussée, dans une aile latérale, et c'est de Gaulle qui installe le bureau au premier étage, dans le grand salon central. Et évidemment, il y a une intention symbolique, plus que pratique, dans ce changement d'affectation de la pièce. C'est-à-dire, c'est signifié que dans la constitution de la Ve République, la pièce maîtresse, c'est le président. Mhm. Et à l'Élysée, l'importance relative des différents collaborateurs du président se lie à la proximité topographique de leur bureau avec ce salon doré et avec un autre bureau qui est plutôt le bureau de travail du président, qui est un peu plus loin, dans une pièce d'angle donc plus ensoleillée, plus agréable. Mhm. Là aussi, on retrouve la filiation avec les rois et la position de la chambre de Louis Alors, XIV. le bureau présidentiel, c'est la chambre du roi. Voilà, on voit bien la filiation et il y a le lieu où le pouvoir s'incarne. Dans les régimes bureaucratiques, c'est le bureau qui est généralement un bureau-salon, comme le bureau ovale de la Maison-Blanche, c'est à la fois un salon et un bureau. Et le salon doré, depuis De Gaulle, c'est la même fonction. C'est un lieu de réception plus que de travail, en fait. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez Les Mardis de la Mémoire. J'ai le plaisir de recevoir Thierry Sarment pour son dernier ouvrage aux éditions Talendier, Histoire des palais, le pouvoir et sa mise en scène en France du 5e au 21e siècle. Thierry Sarment est archiviste paléographe. Vous avez dirigé les collections du Mobilier National et vous êtes conservateur général du patrimoine aux Archives nationales. Et nous faisons avec vous un tour, non pas d'horizon, mais un tour de France des palais, dont vous donnez d'ailleurs la définition. C'est une résidence majeure d'un souverain. C'est la définition qu'on peut donner d'un palais. C'est vrai que ce mot palais est un mot qui est difficile à définir. Parce qu'il est un peu galvaudé. Mm. C'est-à-dire qu'on parle aussi du palais des glaces, du palais des sports. Enfin, le mot, c'est beaucoup galvaudé. Hein. Et par ailleurs, il y a des résidences qui sont des palais qui parfois étaient désignées autrement. Encore aujourd'hui, parfois, on parle du château pour parler de l'Élysée. Parce Bien qu'on sûr. parlait du château pour les Tuileries. Vous voyez, il y a aussi des transferts de vocabulaire d'une résidence à l'autre. Bah d'ailleurs, on dit le château de Versailles, alors dit le château de Versailles. On ne le traduit pas en anglais par castle, mais par palace. Et au 19e, l'expression palais de Versailles a aussi été officielle à un moment. Ah oui. Oui. Donc, alors c'est pour ça qu'il faut s'attacher, cette sémantique a de l'importance, mais il vaut mieux adopter une définition un peu restrictive. Donc, la résidence majeure, parce que sinon, on se perd dans une multitude de petites résidences annexes ou de rendez-vous de chasse, etc. Louis XV avait, je ne sais plus, il y a eu jusqu'à 8 résidences de chasse aux alentours de Versailles. Donc il faut aussi un peu aller à l'essentiel, il faut les mentionner, mais l'essentiel du discours symbolique se joue quand même dans les grandes résidences. Hein.
Alors, avant de quitter le Louvre et cette période qui est votre première saison, hein, qui est donc cette grande période jusqu'au XVIIe siècle où la monarchie est itinérante, même s'il y a un palais quand même principal au milieu d'une constellation territoriale, le Louvre s'agrémente assez vite de cette partie qui le ferme, hein, que sont les Tuileries qui vont disparaître lors d'un incendie à la fin du XIXe siècle et ces Tuileries qui vont devenir très vite le siège de l'habitat royal. Alors, en fait, les Tuileries au départ sont un palais séparé du Louvre, et c'est Henri IV qui relie le vieux Louvre aux Tuileries, parce qu'on appelle la galerie du bord de l'eau, qui existe toujours. Et là, c'est une intention pratique, c'est que Henri IV, rentré dans Paris, n'est pas très sûr de la solidité de son pouvoir, et il ne faut pas oublier que le Louvre, à l'époque, est en bordure de la capitale, et l'idée, c'est s'il y a une révolution ou une invasion du Louvre, la galerie permettrait de s'enfuir, de se retrouver aux Tuileries, on est encore dans la campagne, et là, de prendre la tangente. En fait, c'est une très belle sortie de secours, si j'ose dire, Oui, dans assez les premiers temps. sympathique, Et effectivement. tout l'enjeu après, et après Henri IV et jusqu'à Napoléon III, ça sera de réussir à faire de cette espèce de liaison un élément comment dire, euh, d'un ensemble plus cohérent où il n'y aurait plus rien entre les Tuileries et le Louvre, il ne faudrait plus qu'un unique complexe. Mhm. Hein. Oui, donc on va relier les deux côtés Voilà, progressivement très et lentement, parce très qu'il faut, lent. il faut détruire tout un quartier entre les deux palais, c'est un quartier qui s'est petit à petit étoffé, et ce sera achevé que sous Napoléon III. Oui. Oui, avec en plus un palais des Tuileries qui, en lui-même, si on l'isole Mhm. de cet ensemble, qui n'est pas relié au rez-de-chaussée entre les deux côtés, hein. On raconte toujours que ces dames étaient obligées de mettre leur robe sur leur Sous la tête pour... Restauration, oui, c'est connu pendant les cercles de cours de la Restauration. Effectivement, les Tuileries, c'était une sorte de très longue aile, hein, perpendiculaire à la Seine. Pardon de vous interrompre, mais on peut peut-être donner aux auditeurs l'exemple du Grand Trianon pour se faire une idée un peu, parce qu'il y a cette Le Grand espèce Trianon de... est en rez-de-chaussée, et essentiellement en Exclusivement, rez-de-chaussée, oui. alors que les Tuileries sont en rez-de-chaussée et étage. Voilà. Et donc, vous avez effectivement les lignes horizontales l'emportent sur les lignes verticales. Voilà. Et donc, il y a un moment où le Louvre lui-même va être occupé par des administrations, par des académies, par des ateliers. Et la résidence royale, à partir de Louis XIV, c'est les Tuileries. Ça l'est encore euh, pendant la Régence, puisque Louis XV quitte Versailles. Et ça le redevient en 1789. Et les Tuileries deviennent le palais majeur depuis la Révolution française jusqu'à sa destruction par la Commune en 1871. Et c'est un palais dont il reste encore du mobilier, justement. Alors, l'essentiel du mobilier avait été évacué euh, au début de la guerre franco-prussienne de 1870, mais il y a eu évidemment beaucoup d'éléments notamment les éléments immeubles, qui ont disparu dans l'incendie de 71. Ouais. Mhm. Alors, ceci dit, on a beaucoup de photographies qui permettent de se faire une idée de ce qu'était ce palais, mais on a perdu tout le décor peint, on a perdu tous les éléments importants. Il reste des éléments de pierre, puisque quand on a décidé sous la Troisième République de détruire ce qui restait du palais, il restait les façades, on a vendu beaucoup d'éléments, et notamment vous avez un château en Corse qui s'appelle la Punta, qui est fait avec des restes des Tuileries. Mhm. Mais lorsque Louis XVI va s'installer aux Tuileries, euh, on a l'impression que le palais est vide. Et puisqu'il me semble que c'est Ah, Roderer qui est chargé de alors il remeubler. y avait des parties vides et puis des parties concédées pour des logements. Donc il faut D'accord. faire évacuer les gens qui sont dans les logements, et après il y a une phase où l'installation est un peu rustique, et puis au bout d'un mois on emmène le mobilier de Versailles, et l'installation devient aussi luxueuse que celle de Versailles. D'accord. Et donc après le 1792, quand la famille royale part au Temple, entre 1792 et 1814, que se Bah, passe... c'est ça qui est fascinant, c'est que ça reste le lieu du pouvoir, puisque
La Convention ne tarde pas à y faire établir sa salle des séances, et les comités de la Convention, notamment le fameux comité de salut public, vont siéger dans les anciens appartements du roi et de la reine. D'accord. Donc c'est ça qui est étonnant dans les lieux de pouvoir, c'est que il reste lieu de pouvoir quel que soit le pouvoir, hein. Oui. Et c'est très rare qu'on abandonne définitivement un lieu de pouvoir pour construire ex nihilo. Mhm. Parce qu'il y a une espèce de magie qui se dégage de ces espaces, Mm. hein, auxquels et à laquelle personne n'est insensible. Oui. Oui, on peut presque être encore plus étonné qu'on ait laissé détruire le palais des Tuileries à la fin du 19e siècle, parce que ça aurait pu justement être un lieu aussi de commémoration de la période révolutionnaire. Alors, il y a eu beaucoup de projets de réutilisation des Tuileries, soit de reconstruire différemment, soit de reconstruire à partir de ce qui restait. Ce qui a quand même prévalu, c'est l'intention d'effacer l'ancienne monarchie. Mhm. Enfin, les anciennes monarchies, puisque les Tuileries avaient été à la fois le palais des Bourbons, des Napoléonides et des Orléans. Ah oui. Oui, avec peut-être aussi la même impression à Saint-Cloud, où finalement, Alors, Saint-Cloud, pareil, il restait des murs. On voit des photos. De nos jours, avec des murs pareils, on rebâtirait, mais les techniques constructives n'étaient pas les mêmes à l'époque. Et Saint-Cloud, pour le coup, n'avait pas vocation à être construit dans la mesure où le président de la République avait déjà d'autres résidences secondaires. Fontainebleau a été une résidence présidentielle. Puis après, c'est très vite Rambouillet qui l'a emporté. ah oui. Mais moi, je suis toujours surprise de voir que les hauts lieux de la Révolution française ont tous disparu, à l'exception de la salle du jeu de paume. Mais il n'y a plus de Bastille, il n'y a plus de salle des manèges, il n'y a plus les menus plaisirs, tous ces lieux qui ont été... Alors, la salle du manège des Tuileries a été détruite, si je ne dis pas de sottises, dès l'Empire, et je pense là aussi dans une intention d'effacer des mauvais souvenirs. Ah oui. Voilà. Oui, mais on n'a plus non plus le lieu du coup d'état du 18 Brumaire à Saint-Cloud. Enfin, tout. Alors Saint-Cloud, pour le coup, c'est une destruction qui est due à la guerre, à la guerre de 1870. Il n'y a pas une volonté dans l'incendie, il n'y a pas la volonté qu'ont eu les communards, eux, d'effacer les institutions Oui, anciennes. bien sûr. Oui. Donc ce palais des Tuileries, on oublie d'ailleurs souvent qu'il a été envahi en 1792, mais il a été aussi grandement envahi et abîmé en 1830. Par toutes les révolutions du 19e. C'est ça. Il est envahi en 92, en 1830, en 1848. Et en 1870, il n'est pas envahi, il est rapidement utilisé pour servir d'hôpital, puis brûlé en 71. Oui. Alors ça explique pourquoi d'ailleurs, donc il y a des destructions récurrentes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui disparaissent et qu'on puisse revoir dans le commerce maintenant des meubles provenant des Tuileries qui ont pu être distraits de l'ameublement dans ce genre d'occasion. Alors Thierry Sarment, cette histoire des palais, le pouvoir et sa mise en scène en France du 5e au 21e siècle, la deuxième saison de cette histoire des palais, c'est la sédentarisation des Bourbons et c'est évidemment le grand moment de Versailles avec ce choix qui est fait d'abord par Louis XIII puis définitivement par Louis XIV de faire de Versailles le symbole de la monarchie française. Et alors, ce qui est un choix surprenant, puisque le site de Versailles n'est pas exceptionnel. D'ailleurs, les contemporains sont étonnés de ce choix. Choix qui s'est fait graduellement, puisque il y a toute une partie du règne de Louis XIV où Louis XIV réside beaucoup plus à Saint-Germain, et Versailles est une résidence plutôt dévolue aux fêtes. Et l'installation définitive en 1682 n'était pas forcément une installation définitive, puisqu'elle correspond à une grande campagne de travaux à Saint-Germain. Mais il se trouve que Saint-Germain va être occupé par les Stuarts en exil. Je pense que c'est cette installation des Stuarts à Saint-Germain qui a définitivement fixé la cour à Versailles. Et puis après, le château a pris une telle ampleur qu'il a eu tendance pendant un siècle à se substituer au Louvre. Et ça entraîne une dissociation entre la capitale traditionnelle, Paris, et une nouvelle capitale qui est Versailles. Et c'est aussi un des facteurs de la crise du régime au XVIIIe siècle. Alors, on parle évidemment
parfois ou souvent de Marly comme étant le lieu un peu de villégiature on veut s'échapper de Versailles. Mais Louis XIV continuera tout de même à aller à Paris de temps en temps. Le Louvre est utilisé malgré Il tout ne pendant réside cette période. plus, non, il ne réside plus. La dernière nuit aux Tuileries, c'est en 1671, si je dis pas de sottises. Et après, il fait des visites de la journée où il va assister à un tédéum, inaugurer l'église des Invalides, voilà, aller à l'hôtel de ville pour un déjeuner, mais il ne passe plus la nuit à Paris. Et donc, après ça, il réside ordinairement à Versailles, mais malgré tout, la vieille itinérance existe encore un peu, puisque, surtout vers la fin du règne, il est très souvent à Marly, un petit peu à Trianon. Et puis, il y a toujours, fin d'été, début d'automne, un séjour de chasse à Fontainebleau, qui tient lieu de grandes vacances. Donc, la fixe, et cet usage reste vrai jusqu'à la chute de la monarchie. Il y a toujours un moment de déplacement euh, de la résidence principale vers des résidences annexes, soit pour des courts séjours, soit pour un grand séjour de été-automne. Et même Louis XVI, même une fois transféré aux Tuileries, va aller passer une grande partie de l'été 90 à Saint-Cloud. Alors, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, Thierry Sarment, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel va être l'itinéraire du mobilier de Versailles à partir de la chute de la monarchie, en tout cas même avant, puisque dès octobre 1789, la monarchie quitte le palais de Versailles et finalement, pour ne quasiment plus jamais y revenir, puisque les frères de Louis XVI feront le choix de s'installer aux Tuileries. Mais ce mobilier, c'est un peu les paradoxes de la Révolution. Il y a à la fois de la destruction mais de la conservation. C'est à la fois le grand moment de la destruction et en même temps le grand moment de la découverte de la notion du patrimoine, de l'importance de la richesse artistique. Oui, alors, c'est destiné effectivement très, très divers suivant les types d'objets, une partie du mobilier, comme je l'ai dit, a été affectée aux Tuileries, à la famille royale. Par la suite, pendant la Révolution, on a à la fois des ventes très importantes et des affectations à des musées, et également des destructions. Alors, les destructions peuvent porter notamment sur des objets portant des emblèmes monarchiques, ou les tapisseries à fil d'or qu'on envoie à la fonte pour récupérer l'or, ce qui se faisait d'ailleurs aussi sous la monarchie quand un objet était démodé. L'idée que les meubles sont du patrimoine n'est pas encore bien installée, du patrimoine artistique. En revanche, tout ce qui est vase, objet d'art, là, est bien identifié comme patrimoine et va se retrouver dans des collections publiques. Alors, elles vont abonder ce qui est en train de devenir le Louvre, mais parfois aussi le Muséum national d'histoire naturelle. Quand vous avez un objet en pierre dure, par exemple, on va le considérer comme un minéral. On va l'envoyer au Muséum national d'histoire naturelle. Alors, le plus frappant pour nous, ce sont les ventes. Ventes très importantes qui, d'abord, sont pour clients des Français, majoritairement, et dans un second temps, ces Français vont servir d'intermédiaires à des achats par des étrangers, essentiellement britanniques. Et c'est pourquoi, de nos jours, vous retrouvez énormément de collections d'objets venant des collections royales françaises, soit chez le roi d'Angleterre, soit chez les grands seigneurs de l'Angleterre et de l'Écosse. On voit la Wallace Collection, Voilà, c'est l'exemple une le plus connu. affiche de ces ventes de Versailles, Ouais. et puis un fameux bureau de Louis XV, magnifique. Donc, ce qui fait que, alors, on peut déplorer la chose, en même temps, ça a contribué à la fortune des arts décoratifs français. C'est vrai qu'il n'y a pas un château britannique où on ne voit des éléments d'art décoratif français qui ne viennent pas forcément des collections royales. Les Anglais, puis les Américains, ont été et sont encore de grands acheteurs d'objets d'art du patrimoine français classique. Et le château de Versailles va progressivement récupérer, remeubler. Alors, c'est ça le paradoxe, c'est qu'il y a un flux inverse qui s'installe à partir du XXe siècle, avec l'idée de remeubler Versailles dans un état d'époque monarchique, avec cette difficulté, c'est que souvent les espaces en question ont disparu, et il faut les recréer. Et
ce qu'on ne réalise pas quand on visite Versailles, c'est qu'en fait, par exemple, tout le rez-de-chaussée du corps central du château, c'est une reconstitution. Et euh, souvent, les boiseries elles-mêmes sont des boiseries resculptées. C'est un décor réinventé. Puisque au 19e siècle, quand on avait transformé le château en musée, on avait laissé en forme d'appartement que le premier étage, le grand appartement du roi, l'appartement du roi, et les petits appartements en partie. Mais tout le rez-de-chaussée avait été curé. Et maintenant, phénomène inverse, on recurialise, si j'ose dire, des espaces qui étaient devenus des espaces de musée dans la tradition de Louis-Philippe. Eh oui, bien sûr, oui. Alors cette période, à cette période, versaillaise va succéder, mais nous avons déjà parlé un peu des Tuileries et de Saint-Cloud, donc une période, post-révolutionnaire, C'est la période des monarchies constitutionnelles. c'est Voilà, ça. Napoléon Ier, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe et Napoléon III, qui se succèdent dans les mêmes lieux. Oui, parce que Euh, là, pardon, Thierry Sarment, mais il est difficile pour eux de s'installer à Versailles. Donc on choisit Symboliquement, c'est voilà. difficile. Et puis, on est dans une période où la centralisation n'a jamais été aussi intense. Et ça paraît difficile à envisager que le pouvoir ne soit pas à Paris. Mmh. Voilà. Le pouvoir doit être à Paris. Et même si aucun de ces souverains ne se plaît tellement aux Tuileries. Ah oui. Voilà, puisque les Tuileries euh, sont trop au contact du public. Vous avez cette grande aile et donne sur un jardin dit jardin des Tuileries, qui est un jardin public. Et donc, vous pouvez vous retrouver nez à nez avec le public qui n'est pas toujours bien disposé quand vous êtes un monarque du 19e siècle. Oui, Euh, oui, bien sûr, mais on avait voilà, déjà vu Marie-Antoinette s'en plaindre, voilà. parce que Et c'est vrai de tous ses successeurs qui, du coup, sont assez empressés à aller à Saint-Cloud ou voire aller faire du tourisme un peu plus loin, comme l'impératrice et Napoléon III à Biarritz ou à Plombières. oui, mais il me semble que Louis-Philippe et Marie-Amélie ont créé une espèce Un jardin privatif. Oui, d'espace, oui. Alors, au départ ils avaient l'idée de faire doubler en profondeur le corps central du château pour le rendre plus logeable. Ça a entraîné une levée de boucliers parce que c'était trop versaillais, trop luxueux. Et finalement, on s'est replié on a utilisé les terrassements pour créer un jardin particulier pour la famille royale qui a donné un petit peu plus d'intimité à ces espaces. Bon, après, personne ne s'est jamais plu aux Tuileries, en fait. Et ça, c'est le paradoxe. Euh, euh, Louis-Philippe regrettait beaucoup le palais royal, que pourtant lui-même est aussi bien engoncé dans la ville. Il regrettait aussi son château de Neuilly, qui a été détruit en 1848. Euh, et donc, le plus souvent possible, il s'absentait des Tuileries. Et c'est vrai des autres souverains mmh de ce temps. mh. Et puis nous arrivons à la dernière période et donc au choix de l'Élysée qui paraît peut-être pour certains de nos auditeurs comme étant une évidence, mais c'était pas du tout, une évidence que d'utiliser un hôtel Alors, particulier. l'Élysée se transforme en palais progressivement. Au départ, c'est un très grand hôtel particulier, au XVIIIe siècle, qui passe de main en main. Et il devient palais quand il est racheté par Murat et Caroline, qui le font très, très luxueusement restaurer. Et il devient palais parce que Murat devient grand-duc de Berg, donc prince souverain. Et quand Murat devient roi de Naples, Napoléon Ier le contraint à lui céder l'Élysée, qui devient du coup un des palais impériaux. Alors pourquoi cette idée de la part de Napoléon? Je pense que déjà il y a une hostilité vis-à-vis de Murat et de Caroline, mais aussi parce que justement, comme l'Élysée a un très grand jardin, il peut être d'occupation plus agréable que les Tuileries qui sont à 2 pas. Donc c'est un peu une annexe des Tuileries historiquement. Et voilà donc l'Élysée devenu palais secondaire dans un premier temps, parce qu'il va abriter le duc et la duchesse de Berry sous la Restauration. Euh, et il ne devient palais du chef du gouvernement qu'assez tardivement, puisqu'il est aussi un des palais secondaires de la monarchie de Juillet. C'est la première installation, c'est Louis-Napoléon, président de la République, à la fin de 1848. Et donc, alors, on veut que ce soit un palais, c'est toujours l'ambiguïté de la fonction présidentielle, qui est l'héritier du roi sans être le roi. On veut un palais pour le président, mais on ne veut pas non plus qu'il soit à Versailles ou dans les Tuileries. Euh, et après son coup d'État, Louis-Napoléon se réinstalle aux Tuileries, mais il conserve quand même l'Élysée. Et il fait faire de grands travaux avec
Eugénie. Ce qui fait que quand arrive 1871, il n'y a plus de Tuileries, mais on a un Élysée prêt à servir. Et c'est comme ça que l'Élysée va devenir définitivement résidence du président de la République. Mmh. Et là, il n'y a pas de scrupule, des présidents de la République à s'installer dans ce lieu. Il faut dire que Louis-Napoléon Bah, avait été président de la voilà, République. il a été palais présidentiel, et puis en 1871, il n'y a pas beaucoup d'argent. Alors, il faut expliquer aussi que le président navigue entre la préfecture de Versailles, qui sert de palais présidentiel hein, quand les chambres sont à Versailles, et l'Élysée. Et puis on remeuble avec le mobilier sauvé de Saint-Cloud et des Tuileries. Donc finalement, d'un point de vue économique, c'est assez logique de s'installer à l'Élysée. Mmh. Et par la suite, il y aura des idées de quitter l'Élysée, notamment sous De Gaulle, mais qui ne se concrétiseront pas parce que ce seraient des investissements considérables et ça redonnerait une ampleur monarchique qui serait sujette à la critique à la fonction présidentielle. Alors notamment, De Gaulle a pensé à l'hôtel des Invalides, qu'on aurait rebaptisé hôtel de Louvois, et il a pensé au château de Vincennes. Et pour le château de Vincennes, les réflexions ont été poussées très loin. Mmh. Et finalement, il y a renoncé. On a encore eu des velléités un peu avant l'élection de François Mitterrand. Il y avait l'idée de partir pour un bâtiment moderne et sobre. Et évidemment, une fois dans la place, François Mitterrand n'a plus du tout cette idée. Oui. Et donc l'Élysée me semble devoir rester encore longtemps la résidence présidentielle. Alors c'est un palais, qui est en plus agréable parce qu'il n'est pas gigantesque, il est évidemment très central, il donne sur les Champs-Élysées, il y a un très beau parc. Le grand atout, c'est le jardin. Ah oui. C'est le jardin et une exposition plein sud. Voilà, donc il a cette qualité. Le grand défaut, c'est les salles de réception ne sont pas immenses, donc il a fallu en permanence l'agrandir vers l'ouest. Il y a eu le salon Murat, puis la salle à manger Napoléon III, puis la salle des fêtes, parce qu'il manquait cet élément essentiel d'un palais qui est une grande salle d'assemblée. Et puis évidemment, comme tous ces hôtels particuliers, il n'est pas vraiment fait pour un usage bureaucratique, et donc autant les espaces de réception sont de qualité, autant la partie bureau est plus modeste. Mmh. Alors le président de la République est à l'Élysée, mais la présidence de la République possède d'autres lieux, évidemment le fort de Brégançon. Parce qu'on voit se renouveler finalement le phénomène médiéval, c'est-à-dire que le pouvoir garde une part d'itinérance. Il y a besoin d'une pause, il y a besoin d'endroits plus discrets pour des pourparlers. Et donc, il y a eu Rambouillet, c'était longtemps une résidence présidentielle. Et ça n'est plus du tout le cas. C'est plus le cas, c'est terminé. Oui. Ça l'était encore sous François Mitterrand, il me semble. Il y a encore eu quelques... Alors, parfois, il y a encore eu des chasses alors que le président ne venait plus. Il y a eu encore des chasses présidentielles. Et dans les 20 dernières années, on est arrivé à un système tripartite avec l'Élysée résidence principale, la Lanterne résidence de week-end, Brégançon résidence de vacances. Mmh. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve... on perpétue un système des grands seigneurs d'Ancien Régime où il y avait l'hôtel particulier parisien, une maison des champs suburbaine et puis un grand domaine en province. On retrouve ces trois. Oui, bien sûr, vous avez raison. C'est très intéressant de voir cela avec la Lanterne qui, à la base, au départ, était une résidence pour le Premier ministre. Pour le Premier ministre, que Nicolas Sarkozy a subtilisé à son Premier ministre. Et ce qui est amusant, c'est que du coup, c'est une sorte de retour à Versailles qui ne dit pas son nom. Puisque, comme on sait, la Lanterne, c'est un château, un petit château qui est dans l'enceinte du parc de Versailles et qui était destiné au gouverneur du château. Donc là aussi, on voit bien que l'inconscient monarchique subsiste dans notre République. Et Brégançon, c'est autre chose. Brégançon, c'est la fascination de la Côte d'Azur, ça c'est très XXe siècle. Et c'est l'idée aussi du contact plus avec la nature. Là, on entre dans la mentalité de la bourgeoisie du deuxième XXe siècle et de la nôtre. C'est-à-dire qu'on cherche à être un peu au large, à la campagne, à l'espace, à la mer. Oui, puis il y a la possibilité, même si Jacques Chirac a
avait fait les frais du manque d'intimité par des photographes quelque peu scrupuleux. D'ailleurs, j'ai appris récemment que ces photographes étaient là parce que c'était Michael Schumacher qui avait son yacht qui était dans la baie. Et en fait, les photographes étaient en planque pour Il faut photographier expliquer à nos Schumacher. auditeurs qu'en fait, sur la presqu'île de Brégançon, vous avez une plage. Public. Enfin, non, elle fait partie de l'île. Mais la difficulté, c'est que si vous allez vous baigner sur cette plage, on peut vous photographier. Mhm. D'où la nécessité de faire une piscine à l'intérieur de l'île, de la presqu'île, pour ne pas être vu. C'est ça. Évidemment, le grand plaisir, ça sera de montrer le président en maillot de bain, bien sûr. Bien sûr. Il Ou vaut sans mieux- maillot de ou bain sans pour maillot de bain dans pour le cas de Jacques Chirac. Chirac, malheureusement. Mais, donc oui, on a cette permanence, comme vous le disiez, finalement, qui correspond aux besoins et aux envies des hommes de tout temps. Alors voilà, il est facile de se scandaliser du luxe de ces résidences dans un régime démocratique. Mais en fait, il y a un besoin de représentation diplomatique et il y a aussi un besoin de pouvoir accueillir des discussions un peu dans un cadre discret, séparé du reste de l'actualité. Et de ce fait, c'est pas absurde qu'il y ait 3 résidences présidentielles. Ça Mhm. paraît pas. Et les autres pays, alors dans mon livre, je fais constamment des références à ce qui s'est fait dans d'autres monarchies, dans d'autres régimes. Ça permet de remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit, et de montrer que le cas français n'a rien de scandaleux ni de monstrueusement dispendieux. Mhm. Alors, puisqu'en première de couverture, Thierry Sarment, vous avez mis cette photo du Salon doré de l'Élysée, pour terminer notre émission, le président de la République a toute l'attitude de modifier sa décoration ou bien c'est classé, immuable? Il est entièrement maître de meubler comme il veut. La seule réserve limite, c'est la partie immeuble et classé monument historique. Donc on est censé ne pas y toucher. Mais en revanche, le mobilier est entièrement déplaçable. Et sur la couverture du livre, vous avez le Salon doré en grand genre, si j'ose dire, avec uniquement des éléments Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Et de tous ces éléments, aucun actuellement ne sont dans le Salon doré qui a été entièrement remeublé dans un goût contemporain. Mm. Merci beaucoup Thierry Sarment d'être venu présenter aux auditeurs de Radio Courtoisie cette passionnante histoire des palais, le pouvoir et sa mise en scène en France du 5e siècle au 21e siècle, livre que vous venez de faire paraître aux éditions Talendier. Merci Thierry Sarment, à bientôt et chers auditeurs, à mardi prochain, au revoir. Au revoir.